Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt de la tokenisation. À quel point transformer un morceau d'une entreprise en token pour que les gens vendent et achètent ces tokens, ça apporte un certain avantage. À quel point ça peut être intéressant, au lieu de vendre un immeuble, de transformer cet immeuble en 100 000 jetons et de vendre directement les jetons. Ça peut être également n'importe quel autre objet. Je vais parler de la tokenisation. Principalement, vous expliquer tous les avantages. Je vais vous donner 2-3 exemples et ensuite, en dernier plan, je vais vous donner vraiment quelle est la différence entre un token et un security token, le fameux ST de STO. Normalement, ça va vous donner plus de base, plus de recul et surtout, ça va vous alarmer quand vous regardez certains tokens en vous disant « Oula, lui, il va peut-être avoir tel et tel problème à l'avenir ». C'est vraiment l'avantage. Alors je prends un certain risque parce que c'est quelque chose de très jeune, forcément c'est quelque chose qui va évoluer, mais je préfère vous le présenter maintenant pour que vous puissiez avoir le plus de recul possible et que vous puissiez détecter soit des bons plans sur le marché, ça peut arriver, soit au contraire des dangers en disant « Oula, ça va peut-être pas bien se passer quand ça va être régulé, donc vaut mieux éviter ». Quoi qu'il en soit, je vais vous parler de ce sujet-là et à la fin de la vidéo, je vais également aborder un wallet de crypto-monnaie qui s'appelle Zengo. C'est un wallet qui fait de plus en plus parler de lui pour la simple et unique raison que premièrement, il ne sécurise pas du tout vos crypto-monnaies comme vous avez l'habitude. En tout cas, c'est peu conventionnel et je suis presque sûr que si vous avez 2-3 wallets pour sécuriser vos crypto-monnaies aujourd'hui, aucun ne sécurise les crypto-monnaies de cette façon-là. Et je vais vous en parler. Deuxièmement, parce que j'ai rencontré le CEO, c'est un francophone, du coup j'ai beaucoup plus échangé sur le sujet et heureusement parce que c'était un peu complexe, donc s'il n'avait pas été là pour m'expliquer, j'aurais vraiment eu du mal à vous partager ça. Et troisièmement, parce que ça va devenir l'un des premiers wallets à accepter la crypto-monnaie Libra, celle de Facebook. Et donc je me suis dit c'est le moment, encore une fois, de vous parler de ça et ça arrive à la fin de la vidéo. On commence tout de suite sur la tokenisation et ses avantages. La tokenisation, ça va apporter beaucoup de solutions à des problématiques de tous les environnements. Par contre, là où la plupart des crypto-monnaies répondent à des problématiques comme la décentralisation, le fait qu'on va pouvoir échanger de la valeur sans passer par une institution financière ou un gouvernement, le fait que ça va être plus transparent, le fait que ça va être plus rapide, ça c'est les problématiques globales qu'apportent les crypto-monnaies. La tokenisation d'actifs financiers, donc les security tokens, ces tokens qui sont vraiment là pour représenter une autre valeur en dessous, une valeur sous-jacente, je vais vous expliquer, eh bien c'est vraiment principalement pour apporter des solutions à des problématiques financières. Déjà, la tokenisation d'actifs financiers ou d'actifs sous-jacents, c'est vraiment quand un token représente une autre valeur derrière. Aujourd'hui, le Bitcoin, il représente le Bitcoin, simplement, et sa valeur, c'est-à-dire la confiance qu'on va lui donner. Alors que la tokenisation d'un immeuble, un token, ça peut représenter 0,01% de l'immeuble. Ça peut représenter également, en plus de la valeur de l'immeuble, ça peut représenter le droit d'avoir 0,01% de tous les loyers que vont payer les gens qui vivent dans l'immeuble. Ça va vraiment, en fait, on peut donner à un token différents droits, différentes valeurs, mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre avec ces security ou avec la plupart des tokenisations à la base, c'est que l'objectif, c'est de créer un token cryptographique qui s'échange sur une blockchain, mais qui va refléter et représenter la valeur d'autre chose, un autre actif qu'il y a derrière. Le plus connu, c'est vraiment la représentation d'une part d'une entreprise. Aujourd'hui, ça peut arriver qu'une entreprise transforme 10% de sa valeur, 10% de son capital, en crypto, en une crypto du nom de l'entreprise par exemple, et vous pouvez vous acheter 0,0334% d'une entreprise. Ce qui n'était pas possible avant, sauf en bourse. Mais il n'y a que les grosses entreprises qui sont en bourse, comme par exemple Peugeot, Tesla, ce genre de grosses boîtes, où vous pouvez aller acheter une action et la revendre au marché. Je vais donner les plus gros avantages de la tokenisation, encore une fois. On ne dit pas si c'est un security token ou un token, on verra ça dans une seconde partie de la vidéo. Pour l'instant, juste quel est l'intérêt de tokeniser une valeur? Les plus gros avantages, et je vais les écrire au tableau, premièrement, c'est la facilité. C'est le plus gros. Clairement, ça va être une facilité au niveau de plein de choses. Imaginons une entreprise qui veut lever des fonds. Si aujourd'hui, elle veut rencontrer des associés, les faire rentrer, vendre par exemple 10% de la boîte contre de l'argent, c'est très complexe. C'est très complexe au niveau des avocats, c'est très complexe, ça prend des délais, il y a une législation, il faut respecter certaines normes, il faut remplir certains papiers, envoyer, recommander avec accusé de réception, bref, il y a vraiment un gros processus qui est complexe. Alors que là, globalement, les tokens, une fois qu'on a légalement transformé, je sais pas moi, 1% de la boîte en token, on va pouvoir échanger beaucoup plus rapidement. Principalement, ça va être la facilité et il y a un petit bonus en plus de ça. Comme c'est tout nouveau, il n'y a pas toute cette complexité administrative.
Ça peut aller dans les deux sens. Comme c'est tout nouveau, c'est pas régulé, du coup c'est beaucoup plus simple, mais du coup quand ça va être régulé du jour au lendemain, ça peut faire drôle à certains. Donc ça peut aller dans les deux sens. Mais principalement, ça va être la facilité de permettre aux gens d'émettre un morceau ou une partie de la valeur. Ensuite, ça va être le prix. Hop. Le prix, dans le sens où aujourd'hui, si vous voulez par exemple, vous avez une entreprise, vous voulez rentrer en bourse, vous voulez réaliser ce qu'on appelle une IPO, eh bien ça peut coûter littéralement des millions d'euros. Et en plus de ça, vous devez avoir une certaine taille, c'est-à-dire que votre entreprise doit peser au moins tant de millions sur le marché. Autant vous dire que si vous avez une boulangerie, que vous voulez lever des fonds et vendre une partie de votre boulangerie, c'est impossible. Et donc ça va apporter beaucoup de facilité dans le sens où faire une tokenisation, c'est-à-dire transformer une partie de votre entreprise en jetons que les gens vont pouvoir acheter et vendre, ça peut coûter quelques milliers d'euros. J'ai même entendu des tokenisations qui se sont faites à partir de 5 ou 10 000 $. Donc c'est vraiment beaucoup plus abordable pour des petites entités. Donc une problématique de prix. Ensuite, il va y avoir le dépôt international. Le dépôt international, parce qu'aujourd'hui, très simplement, on reprend l'exemple de la boulangerie, vous voulez lever des fonds, vous allez vous adresser à votre environnement. Alors que là, si vous créez 10% de votre boîte, vous les mettez en jetons, vous les vendez sur Internet, peut y avoir des gens qui viennent de Chine, peut y avoir des gens qui viennent de plein de pays différents, et du jour au lendemain, ils achètent votre token. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus simple, et les gens qui vont investir dans votre business peuvent venir de partout, sauf les pays qui sont interdits ou qui n'ont pas le droit de faire ça. Mais globalement, ça va vous permettre de rencontrer en gros des gens qui sont intéressés par ce que vous proposez à l'autre bout de la planète. L'une des très gros avantages, pour moi c'est l'un des plus gros même s'il est sous-évalué aujourd'hui parce qu'on n'en comprend pas encore l'ampleur, ça va être la liaison avec des smart contracts. C'est-à-dire qu'un security token ou alors un token basique, je rappelle que c'est simplement une crypto. C'est-à-dire qu'elle va être émise sur une blockchain et elle va être créée. On peut en créer par exemple avec la blockchain Ether qui peut permettre de créer des securities. On peut en créer également avec Ravencoin. Bref, il y a vraiment tout plein de moyens de créer son security token ou du moins son token adossé à une autre valeur. Eh bien, la particularité, c'est qu'on va pouvoir lier des smart contracts. Je vais vous donner un exemple après, mais en gros, on pourrait très bien dire, eh bien, de tel mois à tel mois, le jeton, il est immobilisé, tu peux plus le vendre, tu peux plus le recevoir. On pourrait très bien dire, eh bien ton jeton, il peut prendre de la valeur dès que tu passes d'un pays à l'autre et que ça détecte, grâce à la blockchain, que tu as changé de pays. Ou alors, encore une fois, on pourrait dire, voilà, si tu prends ton jeton et que tu le bloques pendant 4 mois, en gros, tu fais une promesse que tu ne le vendras pas, du coup, pendant 4 mois, il est bloqué, tu ne peux plus le vendre. Eh bien, en échange, au bout de ces 4 mois-là, tu pourras venir dans la boutique, telle boutique et telle boutique, et avoir une réduction. On va pouvoir donner énormément de capacité en fonction de conditions à ce token-là. Pour reprendre l'exemple de la boulangerie, vous pouvez avoir 20% de réduction toute votre vie sur la boulangerie si vous avez gardé au moins 1000 € de ces tokens pendant 1 mois. Plein de choses comme ça qui vont permettre à l'entreprise, mais également aux gens qui ont acheté le token, de vraiment créer un dialogue social intelligent et de pouvoir régler exactement qu'est-ce qu'on peut offrir à ceux qui conservent notre jeton et qui ne le vendent pas, qu'est-ce qu'on peut proposer à ceux qui en ont tant, etc., etc. Alors il y a la loi, je le remets ici. En fait, ça va sous le fait que ce soit nouveau. Comme c'est nouveau, la loi est beaucoup plus souple et donc il y a beaucoup moins de charges administratives, on perd moins de temps et au niveau de la circulation, c'est beaucoup plus facile. Il y a plus également de liquidité. Aujourd'hui, imaginons que vous avez acheté 10% d'une boulangerie, vous avez envie de revendre, c'est compliqué. Vous devez trouver quelqu'un d'autre, soit vous allez voir le boulanger lui-même et vous lui dites « Est-ce que tu veux pas me racheter les 10% que j'ai pris ?» Soit il a l'argent, soit il n'a pas envie également. Soit vous devez trouver un autre investisseur qui est prêt à vous donner de l'argent contre votre 10% de la boulangerie. Ça devient totalement complexe. On dit que c'est un marché illiquide. Vous allez devoir trouver des gens qui, en échange d'argent, veulent exactement ce que vous avez. Alors que si vous avez acheté une partie de la boulangerie en token, par exemple 1% ou 1,5%, vous pouvez les revendre au marché secondaire. Et donc, il y a des gens de la planète entière qui peuvent venir et acheter une petite partie de ce que vous avez, ou alors ils peuvent se mettre à 5, à 10, à 20. Ça va apporter de la liquidité. De la même façon, imaginez une entreprise, d'accord, qui n'a créé que 100 actions lors de sa création. Maintenant, l'entreprise, elle vaut, je sais pas moi, 100 millions d'euros. Ça veut dire qu'une action, elle vaut 1 million d'euros. C'est-à-dire que les tokens, ils peuvent être divisibles, on peut en acheter un tout petit peu. Le Bitcoin, vous savez qu'on peut en acheter 0,0000380 par exemple. Alors que dans le monde de l'entreprise traditionnelle, au minimum, vous pouvez céder une action. Donc si votre action, elle vaut 500 000 € ou 1 million d'euros,
c'est un exemple évidemment, eh bien tant qu'une personne ne peut pas payer au moins une action, elle ne peut pas vous la racheter. Ça peut apporter de la liquidité car ça va permettre de fragmenter des morceaux d'une très grosse valeur en plein de petits morceaux. La vraie grosse plus-value de la tokenisation. On va pouvoir transformer en plein de petits segments une chose qui était jusqu'à présent indivisible. Et donc, eh bien, si on ne peut pas acheter une action à 1 million d'euros, peut-être que 500 personnes, en se réunissant, elles peuvent acheter une action. À ce moment-là, l'entreprise, elle tokenise ses actions, elle met les tokens sur le marché et les gens peuvent venir et acheter 0,00034 actions. Et l'un des derniers avantages selon moi, alors il y en a plein, il y en a vraiment énormément, moi je vous parle des principaux, mais je suis sûr que si vous passez 2 heures sur Internet, vous pouvez venir et remplir le tableau. Ça va être les droits que l'on va accorder au token. Hop. Alors là, c'est très particulier parce qu'en fonction de quel droit on donne au token et quel droit on ne lui donne pas, ça peut être un simple token comme ça peut devenir un security token, selon la loi, encore une fois. Hein, c'est la loi qui dit qu'est-ce qu'un token, qu'est-ce qu'un security token. Et aux États-Unis, c'est pas encore la même loi qu'en France aujourd'hui, donc il faut vraiment garder ça en tête. Alors ça, le plus important à comprendre, c'est qu'il faut lier les droits accordés à un token, parce qu'on peut dire, ben voilà, moi je te donne ce token, il va valoir 1% de mon entreprise, mais je peux aussi te dire, je vais te donner ce token, il vaut 1% de mon entreprise, mais ça te donne aussi 1% du droit de vote. Quand il y a une assemblée générale en mode qu'est-ce que l'entreprise va faire l'année prochaine pour se développer, eh bien tu as 1% du droit de vote. Et ça c'est important. C'est important, mais c'est aussi là le point le plus compliqué, parce que c'est souvent ici qu'on va définir si le token c'est un simple token ou si ça devient un security token. Ce que vous devez vraiment comprendre là, c'est que quand vous achetez une part d'une entreprise, là on parle bien d'entreprise, hein, ça vous donne 3 droits majeurs. En fait, ça vous en donne plein d'autres, mais les 3 principaux droits, c'est 1, le droit au bénéfice. Si vous avez 1% de l'entreprise, à la fin de l'année, vous avez 1% des bénéfices qu'elle a fait, légalement. Ensuite, ça vous donne un droit de gouvernance. En gros, votre vote, votre voix va compter comme 1% de la décision de l'entreprise. Donc s'il y a 50-50, les gens ne sont pas d'accord, votre voix peut faire la différence. Et dernièrement, c'est le droit à l'information. S'il y a le numéro 1 de la boîte qui s'en va et qui part et que vous devez en retrouver un autre en urgence, vous avez 1% de l'entreprise. En fonction de ce que vous avez pris et de ce que vous avez signé quand vous avez racheté la part de l'entreprise, ça vous donne le droit de savoir ce qui se passe. Vous êtes actionnaire de l'entreprise. Eh bien, la particularité, qui peut être un avantage et un désavantage du token, attention, de la tokenisation, c'est qu'on peut transformer 1% d'une entreprise en token sans donner tous les droits. Et ça peut être un certain avantage. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez, on va dire, une entreprise familiale qui travaille le bois. Depuis des décennies et des décennies, c'est votre famille qui porte le projet. Aujourd'hui, vous avez une super idée. Vous voulez créer un nouveau design. Vous êtes certain que ça peut vous rapporter beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut investir beaucoup. Il faudrait investir 1 million d'euros, par exemple, pour pouvoir lancer un projet de R&D, recherche et développement, pour pouvoir savoir si vous avez les compétences ou non pour proposer ce nouveau style de meuble en bois, par exemple. Basiquement, une entreprise, elle a différentes solutions. Soit elle va faire de l'equity, c'est-à-dire qu'elle va voir la banque, elle va faire un emprunt, donc effectivement, elle va avoir une dette qu'elle va devoir rembourser par la suite. Soit elle va avoir des investisseurs privés, ce que peut faire une entreprise qui a vraiment du temps et qui a les moyens de supporter la lourdeur technique, mais beaucoup de gens qui se disent bon, ça va déjà être très compliqué de lancer un projet R&D, si en plus ça devient très compliqué d'obtenir l'argent pour lancer le projet, autant abandonner. Et surtout, il y a des entreprises qui se disent non mais attends, la plupart des entreprises, qu'elles font, c'est qu'elles vendent une partie de leur capital. Ok, moi je vends 10% de la boîte, mais avec ces 10%, je vais récupérer suffisamment d'argent pour créer le nouveau produit, et si le nouveau produit il cartonne, même si j'ai plus 100% de ma boîte, j'ai plus que 90%, eh bien globalement ma boîte elle va devenir tellement connue, je préfère avoir 90% d'une boîte qui a un gros succès que 10% d'une boîte qui marche pas bien. Pour faire simple, hein, c'est pour vous donner un exemple. En gros, ça peut être rentable de vendre une partie de son entreprise pour avoir suffisamment d'argent pour développer et pour atteindre un nouveau palier de développement. C'est ce qu'on appelle une levée de fonds, typiquement. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'une entreprise qui lève des fonds. Les très très grosses entreprises qui veulent lever énormément d'argent, elles rentrent en bourse carrément. Mais vous l'avez compris, dès qu'on est une entreprise de taille moyenne ou une petite entreprise comme une boulangerie, impossible de rentrer en bourse, évidemment. Et bien le problème dans notre entreprise exemple, ça fait des décennies et des décennies qu'elle se transmet de génération en génération dans la même famille. Et là, cette famille-là, elle est prête à vendre 10% de l'entreprise pour avoir l'argent et pour pouvoir mener à bien cette idée-là, qui pourrait changer leur vie si elle marche. Mais ils se rendent compte que s'ils vendent 10% de l'entreprise, ça veut dire qu'ils vont donner 10% du droit de vote à un inconnu.
Et ça veut donc dire que cet inconnu, si au bout d'un an, il n'a plus envie de travailler le bois, bon, il n'a que 10% de l'entreprise, donc il ne peut pas tout changer. Mais il va être embêtant, dès qu'il va y avoir des votes, il ne va pas être d'accord avec la famille, etc., etc. Et la famille, elle aimerait bien vendre 10% de la boîte, mais pas 10% de la gouvernance. C'est-à-dire en gros dire, on vend bien 10% des parts sociales de l'entreprise contre de l'argent pour se développer. Par contre, on ne vend pas 10% du droit de vote. On veut que ce soit la famille qui tient l'entreprise depuis toujours, qui garde 100% de la gouvernance. Eh bien ça va être possible. On va pouvoir aujourd'hui créer un token. D'accord? Le token, légalement le lier par un contrat, en mode, voilà, 1% de l'entreprise, ça vaut par exemple 100 jetons. Et donc, quelqu'un qui a 100 jetons, c'est quelqu'un qui a 1% de l'entreprise. Par contre, attention, là on est d'accord au niveau de la valeur, par contre, on ne lui donne pas le droit de gouvernance. C'est-à-dire qu'une personne qui a 100 jetons, ça ne veut pas dire qu'elle a 1% du droit de vote. Et de la même façon, on peut très bien dire, par contre, elle a très bien le droit d'avoir 1% des bénéfices de l'entreprise à la fin de l'année, ou alors au contraire, comme ça se fait souvent, on dit non. On a donné les jetons ça représente la valeur de la boîte, mais ça représente ni ses bénéfices, ni son droit de gouvernance. Alors là, il y a plein de gens qui ont déjà en tête, mais alors à quoi ça sert d'acheter le jeton? Eh bien ça sert quand même, parce que si l'entreprise elle fait x2, votre jeton va avoir 2 fois plus de valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est l'un des problèmes, justement. Si vous avez tokenisé une partie de votre entreprise contre des jetons, on garde le même ratio, 100 jetons pour 1%, et que vous avez donné le droit de gouvernance, si vous avez décidé de donner ce droit de gouvernance en disant voilà, quelqu'un qui a 1000 jetons, il a 10% du droit de vote, eh bien ça, déjà, ça veut dire que vous n'avez plus émis un token, vous avez émis un security token. Et c'est là qu'il faut bien comprendre. Par définition, une STO, d'accord, c'est la tokenisation d'un instrument financier. C'est-à-dire transformer un instrument financier, donc ça peut être un pourcentage d'une entreprise, mais ça peut également être des obligations, donc de la dette pour ceux d'entre vous qui connaissent, ou ça peut également être d'autres types d'actifs financiers, mais vraiment avec un but et qui vont avoir un certain droit. Et par exemple, l'un des problèmes qu'il y a, si un jour vous tokenisiez quelque chose en France, si vous voulez donner un droit de gouvernance à votre token, à l'heure actuelle avec la régulation actuelle, votre token, ce sera un security token, parce que vous avez voulu donner un droit de gouvernance. Pareil pour les bénéfices. Si vous voulez donner un droit de bénéfice, c'est-à-dire que si votre entreprise, elle fait 1 million d'euros à la fin de l'année, eh bien, une personne qui a 10%, elle a le droit normalement de recevoir 100 000 euros. Si vous voulez donner ce droit aux holders, aux propriétaires des tokens que vous avez vendus, vous allez devoir faire en sorte que votre entreprise et votre token respectent les normes des security tokens et de la régulation en cours. Voilà pourquoi c'est très compliqué et voilà pourquoi il y a des débats vraiment très complexes. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a certaines personnes qui ont voulu faire ça, il y a certaines personnes qui se sont dit on va vendre des pourcentages de notre entreprise, on veut donner des droits aux bénéfices, mais on ne veut pas être un security token. Parce que je le rappelle, à la base, c'est pour de la facilité qu'on y va. Oula. À la base, c'est pour de la facilité qu'on y va. Si on se retrouve à avoir la même complexité qu'une entreprise traditionnelle qui fait une IPO et qui rentre en bourse, autant ne pas faire ça, ça sert à rien. Et donc, on aimerait non seulement distribuer des bénéfices, mais sans pour autant devenir un security token et être aussi complexe et avoir une régulation aussi rigoureuse. Pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, d'ailleurs vous avez dû en entendre parler, il y a beaucoup de boîtes qui avaient tokenisé une partie de leur entreprise, une partie de bâtiment, qui avaient tokenisé un actif et qui avaient donné à leur token une partie de revenus, des droits aux bénéfices en fonction de ce qu'allait faire la boîte. Tout se passait très bien, jusqu'au jour où la SEC, Security Exchange Commission, là, vous commencez à comprendre que security, ça ne veut pas dire sécurité, ça veut bien dire instrument financier et tout ce qu'il y a derrière. Eh bien, elle a décrété qu'un token qui avait telle ou telle caractéristique, c'était un security token et que la boîte devait être régulée et respecter les mêmes normes que tel type d'entreprise en bourse, par exemple. Et du jour au lendemain, il y a la SEC qui a été voir plein de projets en leur disant, voilà, c'est très simple. Soit vous vous régulez, soit vous arrêtez d'émettre votre token, vous les rappelez, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est illégal. Et donc, soit vous étiez un très gros projet et vous avez pu vous réguler pour respecter la norme de security token, soit vous trouvez un moyen de faire marche arrière et vous appelez tous les gens qui ont acheté votre token en leur disant finalement le token ne donne plus le droit de faire ça et donc le prix s'effondre, soit simplement il y a des petites structures qui n'ont pas pu évoluer et donc qui sont mortes. Ça veut simplement dire que la régulation a avancé de telle sorte que certains projets ont dû rentrer dans des cases. Et c'est pour ça, comme en France c'est pas encore totalement régulé, en fait c'est pas encore totalement régulé parce que c'est pas la régulation française.
Chaque pays s'est prononcé, mais c'est l'ESMA, je crois que c'est l'ESMA, qui en gros c'est l'équivalent de la SEC mais à l'échelle européenne, qui doit se prononcer pour dire réellement quelle est la norme, comment on doit faire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que ce serait mieux que l'ESMA se prononce en disant voilà, on doit réguler. Et il y a plein de projets qui disent on est d'accord, on doit réguler les tokens pour dire que certains sont des securities, d'autres ne le sont pas. Par contre, il ne faut pas que ce soit très rude. Il ne faut pas que dès qu'on devienne un security, on doive avoir une entreprise qui vaut minimum 50 millions d'euros, qui respecte telle norme, telle norme, telle norme. Sinon, la plupart des projets qui ont utilisé la tokenisation pour simplifier quelque chose et pour y accéder facilement, eh bien, ils vont se retrouver à devoir respecter des normes totalement impossibles à obtenir et on perd tout l'intérêt de la tokenisation. Voilà tout l'enjeu de la tokenisation aujourd'hui. Et évidemment, tout ce qui fait que beaucoup de gens parlent des STO comme étant une nouvelle mode, c'est juste un nouveau type de token qui vient vraiment représenter et backer des actifs sous-jacents. Après, aujourd'hui, si on ne peut pas tokeniser un immeuble, à proprement parler, en Europe, il n'y a pas encore de loi qui vous permet de transformer 1% d'un immeuble en un token. Par contre, vous pouvez prendre une société qui, elle, détient l'immeuble et vendre des pourcentages de la société, donc ça revient au même. Le seul problème qu'il y a quand on veut tokeniser directement un bâtiment, c'est qu'à chaque fois qu'un être humain va vendre un token à quelqu'un d'autre, normalement le notaire doit dire la propriété qui était à monsieur A passe maintenant à monsieur B, et le notaire il prend sa marge. Voilà pourquoi c'est encore en train de se faire. Et là, je vous parle de simples faits, mais il y a des gens dans certains pays qui commencent à tokeniser des êtres humains. Il y a l'un de mes partenaires qui a voulu qu'on me tokenise moi. Mais je lui ai dit, mais tu te rends compte du truc de fou? Parce qu'en fait, on va regarder votre revenu, votre salaire, on va regarder les parts que vous avez dans toutes les entreprises, tout ce qui vous appartient, et on va dire, voilà, ça on le tokenise, ça on le tokenise pas. Celui qui a 1% de tel joueur de foot, il pourrait avoir 1% mais que des revenus publicitaires. Ou alors, du salaire plus des revenus publicitaires. Et imaginez un joueur de foot qui est tokenisé, puis qui du jour au lendemain, il a plus envie de jouer, il aime plus le foot. Imaginez les gens qui ont investi en lui, ils ont dit non mais on s'en fout que tu n'aies plus envie, tu vas courir derrière le ballon. Bref, ça pose énormément de problèmes, mais comme toute évolution c'est choquant aujourd'hui, ça peut faire peur. Les gens commencent à se dire mais on peut tout tokeniser. Oui, mais n'oubliez pas que 1, il faut qu'il y ait une utilité. 2, c'est encore en train de se réguler, donc avant d'acheter un token, prenez un peu de recul en disant bon, quels sont les droits qu'il me donne déjà ce token, soyez pas idiots. Quel risque ça engendre, parce qu'on est dans un pays qui est régulé ou pas encore, comment ça peut évoluer, et est-ce que c'est un bon ou un mauvais plan? Ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse, c'est un truc que je veux creuser, et là, globalement, la vidéo va être longue, compliquée, mais pourtant, on va rester en surface. Parce qu'il y a le token, il y a la STO, c'est-à-dire le jour où on vend le token et on dit un token vend tant de pourcents de ma boîte. Mais il y a également d'autres types. Il y a deux problématiques. C'est-à-dire que ça, c'est le marché primaire, le moment où vous échangez de l'argent, vous prenez l'argent de l'utilisateur et vous lui donnez le token. Le token qui lui donne tel droit et tel droit. Par contre, après, il y a la deuxième plateforme, c'est-à-dire celle où l'entreprise n'intervient plus et où il y a des gens qui ont acheté les tokens, entre particuliers, qui vont s'échanger les tokens entre eux. C'est un marché secondaire, c'est un peu comme une bourse en fait. Ils vont se retrouver pour acheter ou pour vendre. Là, le marché secondaire aussi doit être régulé. Il doit respecter certaines normes, comme la bourse respecte des normes. Et bien là, aux États-Unis aussi c'est pareil. À la limite, avoir un token STO, même s'il y a une régulation complexe, ça peut se faire. Par contre, respecter les normes pour avoir un marché secondaire et pour échanger comme si c'était une bourse, en fait, là, ça devient très compliqué. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à corriger mes petites coquilles et à apporter des compléments. Les commentaires les plus pertinents, je les remonte, toujours en haut. Et si ça vous plaît, je ferai peut-être un deuxième tome pour approfondir ou pour mettre à jour toutes les news de la tokenisation et particulièrement des security tokens. Et maintenant, je vais vous parler du wallet Zengo et également du fait qu'on fait un petit concours et les 2 meilleurs feedbacks sur ce wallet, vous allez comprendre, on va leur créditer 100 € de Bitcoin dedans. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui prenaient le temps d'aller en commentaire, commenter soit ma vidéo, soit le projet que je présentais. Et donc j'ai proposé à Zengo, je leur ai dit écoutez, moi je vous présente à la communauté, je présente vos problématiques et surtout la force de votre produit. Et en échange, les commentaires les plus constructifs pour vous aider à améliorer votre produit, vous leur créditez une certaine quantité de Bitcoin sur leur compte. Et ils ont dit OK, du coup, je vous présente le wallet tout de suite et je compte sur vous pour remplir ce petit formulaire. Alors c'est un wallet de crypto-monnaie qui va vous permettre de stocker, d'échanger, de recevoir des Ethers, des Bitcoins et vos autres crypto-monnaies, sauf que ça utilise une approche totalement différente au niveau de la sécurité, autour de 2 points principaux. Premièrement, il n'y a pas de mot de passe. Il n'y a pas de mot de passe dans le sens où vous ne pouvez pas vous le faire voler ou on ne peut pas vous le craquer. Vous n'avez pas de mot de passe. Le seul moyen de vous connecter, c'est de prouver que vous êtes vous-même, c'est-à-dire votre biométrie avancée, notamment Face ID et ce genre de données. C'est vraiment ça qui fait que
il n'y a plus aucunement besoin de retenir comment je me suis connecté, quel était mon mot de passe pour ce compte-là, etc., etc. Ça, c'est le premier gros point. Le deuxième point, c'est la technologie que ça utilise. Alors, c'est une technologie qui existe déjà, mais qui a été remasterisée aujourd'hui pour Zengo et qui, en fait, va se baser sur une technologie qui s'appelle le Multi-Party Computing. Je vous mets toutes les informations, évidemment, en description, surtout quand je lâche une bombe avec une révolution technologique comme celle-là, qui va vous permettre, en fait, de ne même pas avoir de clé privée. Comme vous le savez, toute la sécurité d'un compte en crypto-monnaie repose sur la clé privée. Quand vous créez une nouvelle adresse Bitcoin, vous avez une clé publique que vous allez donner aux gens qui vont vous envoyer de la crypto-monnaie et une clé privée pour vous connecter à ce compte avec la crypto-monnaie dessus et prouver que c'est bien vous. En gros, la clé privée vous permet d'envoyer les fonds, alors que la clé publique, simplement d'en recevoir. Et bien là, en fait, il n'y a même plus ce point of failure, on peut même plus vous voler ou vous pouvez même plus perdre votre clé privée puisqu'elle n'existe pas. En fait, le multi-party computing va faire en sorte que avant de pouvoir émettre de l'argent et avant d'envoyer des bitcoins qui sont sur votre compte, premièrement, vous allez devoir vous authentifier avec la biométrie avancée et dans un second temps, ça va générer des secrets, une partie sur votre téléphone, une partie à l'extérieur de votre téléphone pour vous donner le droit d'émettre des bitcoins se trouvant sur ce compte. Je sais que c'est un petit peu complexe, pour le coup ça change vraiment, c'est vraiment une approche qui est tellement différente qu'au début je ne l'avais pas comprise, pour être franc. En attendant, Zengo sera l'un des premiers wallets à accepter le Libra Coin, le coin de Facebook. Et c'est ça qui, premièrement, m'a donné envie de m'intéresser plus au projet, et en creusant, je me suis rendu compte que je m'étais totalement trompé sur la technologie, et que c'était vraiment intéressant. Mon but, comme à chaque fois, c'est de vous secouer un petit peu, et d'essayer de vous donner une avance sur le marché, car je pense vraiment que cette technologie-là et les wallets comme Zengo seront peut-être les wallets de crypto-monnaie les plus utilisés dans les mois ou dans les années à venir. Intéressez-vous-y maintenant. D'ailleurs, si vous voulez, on fait un petit concours. Vous pouvez le télécharger sur l'Apple Store et les personnes qui feront un feedback directement depuis ma chaîne, les 2 meilleurs feedbacks, on va leur créditer 100 € de Bitcoin sur leur compte. Le but du projet Zengo, et ils sont venus avec ce discours vis-à-vis de moi en disant « Essaye de nous faire connaître, on a besoin de l'avis de la communauté, on a besoin d'avoir un maximum de retours et d'engagement des gens pour essayer d'améliorer et de faire le meilleur wallet possible. » Une fois que vous l'avez trouvé et que vous l'avez téléchargé sur l'Apple Store, vous vous connectez, on vous explique effectivement qu'il n'y a pas de mot de passe, que c'est sécurisé, bon, toutes les bases de l'application. On va vous demander une adresse email pour vous connecter, si c'est votre première connexion évidemment. On vous envoie un email à cette adresse qu'il va falloir confirmer, comme pour toute création de compte. Hop, j'ai reçu l'email, je le confirme. Et une fois que vous l'avez confirmé, le moyen de sécuriser votre compte et le moyen de tout de suite vous connecter, c'est directement votre Face ID. Hop. Et du coup, bon bah, welcome back parce que c'est pas la première fois que je me connecte et vous accédez directement sur votre compte. Hop. Vous avez donc de base créé une adresse Binance Coin, Ether et Bitcoin. D'ailleurs, c'est celle-là. Si vous remplissez le sondage dans la description pour faire un feedback sur qu'est-ce que vous avez aimé et comment améliorer encore plus l'application, c'est votre adresse Bitcoin qu'il va falloir, nous transmettre. L'adresse Bitcoin de Zengo. Attention, si elle n'est pas liée à un compte Zengo, vous n'aurez pas les 100 € si votre feedback a été sélectionné. Vous devez faire également un backup avec votre compte iCloud. Il y a effectivement un backup, ce ne sera pas une phrase comme vous avez l'habitude de faire dès que vous set up un hardware wallet avec 24 mots à sécuriser. Et vous avez du coup toute l'interface utilisateur, les notifications sur votre compte, quand vous aurez un solde. Vous n'avez pas encore fait de backup, mais vous avez toutes les informations dans le Security Center. Vous pouvez activer ou désactiver le Libra Testnet, justement. Et vous pouvez également recevoir ou envoyer directement vos crypto-monnaies. Donc après, l'utilisation du wallet, c'est vraiment un wallet classique, mais c'est vraiment sur la méthode, l'accès et la sécurité de vos assets, étant donné qu'il n'y a plus de clé privée et qu'il n'y a plus de mot de passe. J'attends votre feedback. Si vous remplissez carrément le formulaire, les meilleurs feedbacks, on mettra 1 ou 2 semaines à les analyser et c'est carrément Zengo qui choisira quels sont les 2 feedbacks les plus pertinents et on créditera 100 € de Bitcoin sur les 2 comptes, tout simplement. C'était Asher, j'espère encore une fois que ça vous a plu, un sujet plus complexe mais un sujet plus complet. En tout cas là on commence à rentrer dans des vraies problématiques financières, économiques et technologiques. C'est vraiment un mélange, je sais pas, peut-être que là c'est peut-être la limite et que certains abonnés vont dire écoute là c'est trop complexe, on abandonne, on reste dans ce qu'on maîtrise d'habitude. En attendant, à chaque fois que j'ai fait cette démarche et à chaque fois je me suis dit c'est peut-être trop complexe, quand j'ai présenté le sujet à la communauté j'ai eu des retours positifs en disant continue à aller là-dedans. Mon but c'est toujours le même, tout le monde ne gagne pas en investissement. Et ce sont les personnes qui vont dans les endroits les plus complexes, les plus techniques et qui prennent vraiment le temps de comprendre les choses les plus compliquées qui ont simplement un coup d'avance. Des fois, ce coup d'avance ne permet pas de gagner et de gagner plus que les autres, mais en attendant, ça vous permet de mieux comprendre l'environnement et je suis certain que c'est uniquement par la connaissance qu'il y a des gens qui gagnent plus que ceux qui perdent. J'attends vos réponses dans les commentaires. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé toute
cette vidéo. Vous êtes à peu près 40% à faire ça en général. C'est énorme en fait, 40% des gens qui vont à la fin d'une vidéo. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, qui, vous l'aurez remarqué, va très bientôt passer les 100 000 si ce n'est pas déjà fait. Au revoir, c'était Asher, j'espère que ça vous a plu. Ça ne me va mais tellement pas. Je suis tellement pas d'accord avec ce qui se passe. Je suis tellement nul quand je filme tout seul, les amis. C'est catastrophique. Bon, on va essayer de recadrer tout ça.